Passant de la guerre contre les barons de la drogue à une guerre que les États-Unis veulent oublier au plus vite. Le retrait des soldats américains se poursuit, mais quelqu'un doit bien terminer le travail. C'est pourquoi des agences de sécurité privées recrutent depuis plusieurs années des mercenaires dans les pays les plus pauvres de la planète pour le compte du Pentagone. 20 000 hommes viennent ainsi d'Ouganda. Après 20 ans de guerre civile, ce pays regorge d'anciens enfants soldats qui ont de toute façon déjà vécu l'enfer. Et comme il n'y a aucune perspective en Ouganda pour ces jeunes, intervenir dans une zone de conflit est une activité très convoitée. Mais ils finissent le plus souvent exploités. Dans la bataille des prix que se livrent les sociétés de sécurité, les salaires baissent constamment, leur armement est misérable, mais le risque d'y laisser sa vie reste, lui, très élevé. Un homme nous a confié « Se rendre en Irak, c'est un peu comme s'accrocher à un crocodile pour ne pas se noyer ». Pourquoi sont-ils tout de même des milliers à le faire? Réponse en Ouganda avec ce reportage de Marcel Kolfenbach. Un camp d'entraînement à 20 km de Kampala, la capitale de l'Ouganda. Ces jeunes hommes ont le même rêve, aller en Irak ou en Afghanistan et travailler en tant qu'agents de sécurité pour les Américains. Our mission in Iraq is especially to protect the Marines. En Irak, notre mission consiste à assurer la protection des Marines américains. Nous travaillons avec eux, avec l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine. Nous surveillons les camps américains, mais nous participons aussi à des opérations extérieures dans le désert. Comme eux, des dizaines de milliers de jeunes Ougandais participent à ce genre d'entraînement. Certains ont vendu leurs terres. Ils sont volontaires et physiquement aptes au combat. Mais seuls 5% seront recrutés, les meilleurs. Leur formation dure 9 mois, puis ils sont envoyés en Irak. Nous recrutons de préférence des vétérans, d'anciens soldats et d'anciens policiers. En fait, tous ceux qui ont une expérience dans les forces d'intervention, mais surtout dans l'armée. Ces Ougandais et d'autres mercenaires étrangers constituent l'armée invisible qui soutient l'effort de guerre américain aux 4 coins du monde. Mais aux États-Unis, l'opinion ignore tout des conditions dans lesquelles ils sont recrutés, combien meurent au combat et combien sont d'anciens enfants soldats. La journaliste ougandaise Rosario Achola a enquêté sur le sort des Ougandais engagés en Irak. Les premiers d'entre eux revenaient en héros, offrant de grandes fêtes et conduisant de grosses voitures. Très vite, tous les jeunes ont voulu aller en Irak attirés par la perspective de l'argent facile. Les sociétés de recrutement se sont multipliées. Aujourd'hui encore, décrocher un emploi à l'étranger est le rêve de nombreux Ougandais. Un rêve pour lequel ils sont prêts à tout. Les salaires qu'on leur promet sur le papier dépassent ce qu'un Ougandais moyen peut espérer gagner en 6 mois. En Ouganda, la plupart des gens ont déjà connu la guerre. Ils n'ont pas peur. Et ils se disent, ça vaut le coup d'essayer. Peut-être qu'en Irak, je gagnerai assez d'argent pour nourrir ma famille. Mais les temps sont devenus difficiles. Les sociétés privées de sécurité paient de moins en moins. De nombreux gardes ougandais ont même été floués de leur salaire. Rosario a rendez-vous avec Sali Touaa. Il a servi en Irak en tant que tireur d'élite. Il lui parle des morts et des blessés qu'il a vus là-bas. Quand nous avons été recrutés, on nous a dit que nous serions envoyés dans la zone verte, là où il n'y a aucun risque de recevoir une balle perdue. Nous sommes partis avec l'assurance d'aller dans la zone verte. Sur place, tout est différent. Rapidement, Sali Touaa se rend compte qu'on ne lui a pas dit la vérité. À chaque fois qu'il y avait une attaque contre la tour de contrôle, c'était à nous d'aller secourir les gens qui étaient de garde. En cas d'attaque du poste de contrôle de l'entrée, nous devions aussi venir en renfort. Lors d'une sortie, Sali Touaa a même été pris pour cible. J'étais en train de régler mon fusil de précision. Et il y a eu un coup de feu. Une balle a percuté la tour, juste derrière moi. Nous nous sommes jetés à terre. Cela a été l'une des journées les plus difficiles que j'ai passées en Irak. Je m'en suis sorti de justesse. Une nuit,
Dans une tente comme celle-ci, l'un de ses camarades a eu moins de chance. Nous dormions dans des lits superposés. J'étais en bas, lui dormait au-dessus. Une balle perdue a traversé la toile de tente et l'a touché. Je l'entendais respirer très fort. Au bout d'un moment, le sang s'est mis à couler de son matelas. Comme il faisait nuit, je ne voyais rien et j'ai pensé qu'il avait fait pipi au lit. Je me suis levé pour le réveiller. Quand je l'ai touché, j'ai réalisé qu'il baignait dans son sang. Il avait comme de l'écume qui sortait de la bouche. Malgré de graves blessures, le jeune homme a survécu. Son cas est actuellement examiné par la justice américaine. Tara Coughlin est une jeune avocate de Détroit. C'est au sein de sa communauté religieuse qu'elle entend parler de ce jeune Ougandais, blessé en Irak, à qui les assurances refusent de payer les soins médicaux. Elle décide de porter l'affaire devant la justice. C'est son premier cas de ce genre. Aaron, le jeune homme en question, a reçu une balle dans le dos, à 2 doigts de la colonne vertébrale. Depuis, il est hémiplégique. Quand j'ai fait sa connaissance, il ne touchait aucune pension d'invalidité de la part de sa compagnie d'assurance. Il n'avait aucune assistance médicale. Il dépérissait littéralement. Cela a été un long combat juridique. Je suis allée en Ouganda pour le rencontrer. Finalement, son assurance a été condamnée à lui verser une pension d'invalidité, mais elle refuse toujours de payer ses frais médicaux. 60 victimes dans la même situation se sont adressées à Tara Coughlin. Mais ceux qui portent plainte font l'objet de menaces. Nous n'avons pas pu les rencontrer. 3 de nos clients ont reçu des menaces de mort, 2 en Ouganda, 1 en Irak. L'un d'entre eux a reçu un coup de fil. On lui a dit « Si tu ne retires pas ta plainte, nous te tuerons ». Un autre a été blessé en Irak. Son employeur lui a dit « Si tu signales ta blessure, tu rentreras dans un sac mortuaire ». La loi américaine est pourtant du côté des employés ougandais. Le gouvernement américain verse d'importantes cotisations aux compagnies d'assurance. Les plaintes de Tara se fondent sur une loi datant de la Seconde Guerre mondiale, le Defense Base Act de 1941. Voici le Defense Base Act, la loi sur les bases de défense militaire qui couvre les Ougandais comme tous les travailleurs employés dans les bases militaires hors du territoire américain. Le gouvernement américain verse des primes à de grandes compagnies d'assurance comme le AIG ou le CNA pour qu'elles assurent ces travailleurs dans le cadre du Defense Base Act. Donc, ces compagnies d'assurance perçoivent des sommes énormes, de l'argent du contribuable américain. Mais quand un travailleur ougandais se blesse, elles refusent de verser l'assurance et empochent l'argent de nos impôts. Notre recherche de mercenaires ayant servi en Irak nous conduit ici, dans ce camp de réfugiés, coincé entre un dépôt d'ordures et une carrière de pierre. Nous sommes à Acholi Quarter, l'un des 14 bidonvilles de la capitale ougandaise. C'est ici que vit et travaille Johnson Onono. Il a passé 4 ans en Irak. Puis son contrat n'a plus été renouvelé. Depuis, il travaille à la carrière de pierre. Comme la plupart des gens d'ici, Johnson est un réfugié de guerre de la tribu des Acholi qui a donné son nom à ce quartier. Au total, ce sont 600 familles, soit environ 3000 personnes qui ont fui la guerre dans le nord du pays. Comme beaucoup d'Acholi, Johnson est adolescent lorsqu'il rejoint la lutte contre l'armée du gouvernement actuel. Quand les rebelles de la sanguinaire LRA, armée de résistance du Seigneur, prennent le pouvoir, il est fait prisonnier. 1 an plus tard, il parvient à s'enfuir. Aujourd'hui, il reste traumatisé par ce qu'il a vécu et préfère parler de la vie quotidienne dans le bidonville. On travaille dur pour environ 2000 shillings par jour. Ça ne fait même pas $1. C'est impossible de nourrir une grande famille avec ça. Il y a 5 ans, Johnson fait sortir sa famille du camp et l'emmène à Kampala. Il veut que ses filles fréquentent une bonne école et que l'un de ses fils gravement malade puisse être soigné dans un hôpital. La famille rêve d'un avenir meilleur et espère qu'après la guerre, quand les enfants auront reçu une bonne éducation, elle pourra retourner dans le nord avec un petit capital pour redémarrer. Un emploi comme garde dans une base américaine en Irak, une aubaine pour mener à bien ce projet. Depuis l'Irak, Johnson envoie ses photos par mail à sa fille. Elles évoquent une vie heureuse et confortable dans le camp. Johnson envoie également de l'argent pour le loyer et l'école
la nourriture et les soins médicaux. Aujourd'hui encore, il en garde une certaine fierté. J'étais à Al-Kout, dans un camp qui s'appelle Camp Delta. Il est situé au bord du Tigre, le fleuve que la plupart des gens connaissent de la Bible. Johnson montait la garde sur l'une des tours qui surplombe la ville et le fleuve biblique. Cette vidéo, qu'il a tournée il y a 2 ans, témoigne de ses derniers jours aux côtés des Américains. Puis Johnson et ses collègues ougandais sont renvoyés chez eux. Une autre société prend la relève avec des recrues plus jeunes, prêtes à faire le même travail pour 400 $ mensuels au lieu de 1000. De retour au pays, les gardes ougandais sont rapidement rattrapés par la misère à laquelle ils avaient provisoirement échappé. Johnson retrouve ses camarades dans une église de tôle en bordure du bidonville. Le temps passé en Irak n'est pas leur seul point commun. Tous ont grandi dans la terreur des rebelles de la LRA et tous, de gré ou de force, ont dû se battre pour un camp ou pour l'autre. Ils enlevaient les garçons de plus de 12 ans, les emmenaient dans le bush pour en faire des soldats. Mon oncle habitait en ville à Goulou. Un jour, il est venu nous voir au village. Les rebelles savaient qu'il viendrait. Ils l'ont enlevé et l'ont tué à coups de machette. Nous vivions dans un camp de réfugiés et les attaques de la LRA devenaient de plus en plus fréquentes. Parfois, les rebelles entraient même dans le camp pour enlever des gens. Alors nos chefs ont décidé de mobiliser les jeunes, ceux qui étaient volontaires, pour lutter contre la LRA. La plupart des jeunes ont accepté, et moi aussi. J'ai été membre d'une unité de défense locale pendant 8 mois. Mais peu à peu, j'ai vu que les choses ne s'arrangeaient pas, et j'ai décidé d'aller vivre à Kampala. En 2012, une campagne médiatique de grande ampleur est lancée. Le monde découvre l'existence de cette guerre qui a ensanglanté le nord de l'Ouganda pendant des décennies et s'émeut du sort tragique des enfants soldats de Joseph Kony, le chef rebelle de la LRA. L'opinion américaine est particulièrement choquée. Barack Obama ordonne l'arrestation de Kony, recherché par la Cour pénale internationale. Des unités d'élite américaines sont envoyées en République démocratique du Congo, où Kony s'est réfugié. L'armée ougandaise présente ces images à la presse. Quand Rosario en prend connaissance, elle est en plein travail de recherche sur l'exploitation des employés ougandais en Irak. Bouleversée, elle constate que les 2 phénomènes sont liés. Beaucoup de gardes enrôlés en Irak et en Afghanistan sont d'anciens enfants soldats. Pas uniquement des enfants soldats de la LRA, mais aussi de l'armée régulière ougandaise, l'UPDF. Le problème est que la plupart de ces anciens enfants soldats n'ont pas d'autre aptitude que leur savoir-faire de combattant. Ils ont commencé à se battre quand ils étaient enfants. Quand ils rentrent chez eux, ils n'ont aucune chance de trouver un emploi et encore moins de pouvoir créer une entreprise. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Un travail à l'étranger en tant que garde en Irak ou en Afghanistan est la seule option qui se présente à eux. Le recours aux enfants soldats n'est pas uniquement le fait de la LRA. La NRA, l'armée de résistance nationale, qui a renversé le régime de Milton Obote au milieu des années 80, a elle aussi recruté des enfants et des adolescents. Moses Dibia a été l'un des enfants soldats de la NRA dont est issu le gouvernement ougandais actuel. Il rattrapa les années perdues dans une des fameuses écoles Kadogo. Nous avions été envahis par les troupes du gouvernement de l'époque. Ce sont les soldats de la NRA qui nous ont libérés, mais je ne l'ai su que plus tard. Par la suite, j'ai servi en tant que jeune soldat au sein de la NRA jusqu'en 1986, jusqu'au moment où nous avons renversé le gouvernement. Quel âge aviez-vous? Quand j'ai rejoint la NRA, j'avais 11 ans. 11 ans?
Oui. Une fois la guerre gagnée, les enfants soldats deviennent inutiles. Moses Dibia ne trouve pas sa place dans la nouvelle société ougandaise. Et lui aussi part pour l'Irak. Au bout de quelques mois, il tombe gravement malade. Les médecins diagnostiquent un diabète. Le même jour, Moses est renvoyé dans son pays avant la fin de son contrat et sans la moindre indemnisation. De retour en Ouganda, il n'a aucune couverture médicale. Selon le droit américain, celle-ci lui est pourtant garantie par le Defense Base Act. Ma maladie a été diagnostiquée en Irak et j'ai été renvoyé chez moi le jour même. Je me souviens qu'il n'y avait plus de place dans l'avion et qu'ils ont demandé à un passager de rester pour que je puisse partir. C'était vraiment du genre, surtout qu'il parte vite et qu'il meure chez lui. Indigné par le déni de justice dont il est victime, Moses crée une association pour défendre les droits des vétérans d'Irak et d'Afghanistan et aider les anciens enfants soldats à s'intégrer dans la société civile. L'association compte d'ores et déjà 5000 membres. Moses espère qu'un jour il y en aura 20 000. Il fait la tournée des quartiers pour promouvoir son organisation. Aujourd'hui, nous sommes sur le terrain pour discuter avec nos membres. Nous leur demandons ce qu'ils savent de l'association et dans quelle mesure elle les a aidés. Ils ont un très bon programme d'aide pour les Ougandais qui ont été en Irak dans le cadre de missions avec l'armée américaine pour combattre le terrorisme. Difficile de savoir combien d'Ougandais ont été employés en Irak ou en Afghanistan. Plusieurs dizaines de milliers au moins. À Kampala, 3 millions d'habitants, Moses en croise un à chaque coin de rue. Celui-ci, encore en uniforme, est ici pour quelques jours de permission. Pensez-vous qu'on exploite délibérément la misère et le désespoir de ces personnes? Je ne crois pas que les gens feraient des pieds et des mains pour aller en Irak, en sachant qu'ils risquent d'y mourir s'ils avaient la possibilité de trouver un travail dans leur pays. S'ils se battent pour aller en Irak, c'est parce qu'ils y voient l'opportunité de gagner un peu d'argent. D'une certaine manière, c'est presque une forme moderne d'esclavage. Rosario veut savoir à qui profite cet esclavage moderne. Une nouvelle fois, elle rencontre Salitwa pour évoquer avec lui la rémunération des employés ougandais et leur relation avec les soldats américains. Quand je suis arrivé en Irak, j'ai constaté qu'il y avait des Ougandais dans tous les services de notre base. Et mieux je les connaissais, plus je les appréciais. Malgré tous les beaux discours, les Ougandais finissent par se révolter. Nous avons cherché à savoir pourquoi nous étions si mal payés, alors que nous en faisions beaucoup plus que ceux qui touchaient de gros salaires. C'est là que vous avez décidé de vous mettre en grève. Quelle a été la réaction de vos supérieurs? Que s'est-il passé? Les généraux américains nous ont retiré notre contrat et l'ont confié à une autre société qui s'appelle Triple Canopy. Cette société a recruté d'autres Ougandais qu'elle a envoyés en Irak pour nous remplacer. Donc, pour résumer, vous avez été renvoyé en Ouganda après avoir fait la grève à cause des salaires. Avez-vous réussi à savoir combien les gardes qui vous ont remplacé étaient payés? Oui, les gens qui nous ont remplacés touchent $400 par mois. $400? Oui. $400, c'est la moitié de ce que gagnait Sali. L'entreprise qu'il employait est l'une des plus importantes sociétés de sécurité ougandaises. Elle a longtemps été leader dans son secteur, notamment pour le marché irakien. Le milieu des sociétés de sécurité est soucieux de discrétion. Nous avons pourtant rencontré une dirigeante qui a accepté de nous parler des contrats irakiens. Chez Askar Security, comme chez d'autres, les relations avec les États-Unis, autrefois le principal client, se sont dégradées. Kellen Kayonga, la belle-sœur du général Salim Saleh, frère cadet du président ougandais Yoweri Museveni, est la fondatrice de cette société. Lors de la grève de ses employés, elle s'est rendue personnellement en Irak.
Malgré ces relations, elle s'est fait doubler par des sociétés pakistanaises prêtes à travailler à prix cassé. Vous avez été le numéro 1 dans votre secteur d'activité pendant très longtemps. Puis vous avez perdu les contrats avec l'Irak que vous déteniez depuis 7 ans. Que ressentez-vous dans votre situation actuelle? Je ressens un vrai malaise. Pas parce que je ne travaille plus pour l'Irak, mais pour tous ces jeunes qui sont si mal payés. Ils touchent 350, 400 $ par mois, ce qui est vraiment très peu. À un moment, nos intermédiaires américains nous ont expliqué que la plupart des sociétés concurrentes étaient moins chères que nous et qu'ils ne continueraient pas à payer nos hommes 1 000 $ par mois. Ils ont baissé les salaires à 800, puis à 700 $. Ils essayaient de baisser les prix de plus en plus. En tant que sous-traitant, aviez-vous des contacts avec le gouvernement américain? Non. Les sous-traitants sont soumis à des accords. Si la société intermédiaire américaine apprenait qu'un sous-traitant est en contact avec le ministère américain de la Défense ou celui des Affaires étrangères, le contrat de ce sous-traitant serait immédiatement résilié. L'Ouganda est la dernière étape d'un marché qui se chiffre en milliards. Au plus fort de la vague, les sociétés privées de sécurité employaient 70 000 personnes en Irak et 100 000 en Afghanistan. Une étude du Congrès américain révèle que, contrairement à ce qu'affirment certains lobbies, le recours à des employés étrangers revient au final beaucoup plus cher qu'une intervention de l'armée américaine. Cette différence de coût s'explique surtout par le fait que les sociétés privées prélèvent des marges importantes sur les prestations de type militaire. Puisque cela ne contribue pas à réduire les coûts, pourquoi le gouvernement américain confie-t-il de plus en plus d'interventions à des sociétés privées comme Dane Corp, EODT, Triple Canopy, Sabre et SOC? Sarah Stillman, une collègue américaine de Rosario, a suivi la trace de l'argent versé jusqu'en Irak. Elle a analysé le fonctionnement du marché des travailleurs étrangers, les Third Country Nationals. Le jour où je suis arrivée en Irak, il y a eu une attaque très violente avec des tirs de roquettes. C'est de là que date l'éclat d'obus que je porte autour du cou. Ce qui m'a surprise ce jour-là, c'est qu'un certain nombre de décès n'ont pas été officiellement recensés. En l'occurrence, les décès des ressortissants étrangers, les morts et les blessés ougandais qui se trouvaient dans la cour sans la moindre protection. Autre fait qui mérite d'être souligné. Actuellement, en Afghanistan, il y a davantage d'employés étrangers tués que de soldats américains. C'est un phénomène sans précédent dans l'histoire américaine. Et c'est en partie pour cela que les Américains ont tant de mal à faire accepter les conséquences de ces guerres par certaines communautés et dans certaines régions. Le retrait d'Irak des Américains a commencé. Derrière eux, ils laissent un vide qui ne manquera pas de générer une nouvelle période d'activité pour les sociétés de sécurité privées. Sarah Stillman parle d'une armée invisible. L'enjeu de ce qui se passe en ce moment est très important. Non seulement nous continuerons à avoir de nombreux Ougandais ou Sierra-Léonais déployés en Irak et en Afghanistan, mais de plus, tout cela modifie notre perception de ce que devrait être une guerre, sans qu'il y ait de véritables débats à ce sujet. Avec l'idée qu'il est possible de sous-traiter les morts et les blessés, notre système démocratique perd la conscience de ce que cela signifie de s'embarquer dans un conflit potentiellement meurtrier. Pour moi, c'est l'une des conséquences les plus graves de ces recrutements massifs. Ce cercle vicieux peut-il être brisé? Des gens comme Johnson Onono et sa famille ont-ils une chance de commencer une nouvelle vie? Ils en sont convaincus. La famille Onono quittera prochainement le bidonville de Kampala pour se réinstaller dans sa région d'origine. Après plusieurs années d'exil, elle retourne dans son village pour une première visite, pleine d'espoir, mais aussi d'appréhension. Les chutes de Karuma, au-delà desquelles s'étendait le territoire des rebelles.
Toute la région était classée zone militaire. Il est toujours strictement interdit de prendre des photos. Le Nil, frontière naturelle, a été défendu par le gouvernement jusqu'au bout et par tous les moyens. Depuis que les rebelles ont fui au Congo, la paix est revenue. Les premières familles sont de retour. À l'endroit même où est né le mouvement rebelle, Johnson nous rappelle non sans fierté ce que cela signifie pour lui d'être un Acholi. Les Acholis se considèrent comme des héros. Ils n'acceptent pas l'idée de défaite, ni le fait d'être dirigés par qui que ce soit. Aujourd'hui, leur préoccupation est de retrouver leurs biens, leurs animaux, et tout ce qui leur a été pris. Derrière le village de ses grands-parents se trouve sa parcelle de terre, actuellement cultivée par un de ses proches. Le sol est fertile. Ici, sa famille vivrait bien mieux que dans les bidonvilles de Kampala. Ce qui manque, c'est un capital de départ. Pour cela, Johnson n'exclut pas de retourner une dernière fois en Irak, même s'il y gagnera 2 fois moins qu'avant et s'il y risquera sa vie. Nous continuerons tout au long de cette année à vous proposer chaque semaine des reportages pour décrypter et mieux comprendre l'actualité internationale. La semaine prochaine, vous retrouverez William Irigoyen. Tout de suite, place au dessous des cartes, puis à Arte Journal. Merci de votre fidélité. Excellente soirée sur Arte. Merci et à bientôt.